Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial du balado, le Social Show. On va jaser d'un enjeu qui touche quand même beaucoup de gens dans l'industrie de la création de contenu, le monde culturel, les nouvelles, l'actualité. On parle évidemment de ce qui se passe du côté de Meta, ce qui se passe du côté de la loi C-18 et du blocage des nouvelles. Et surtout, c'est quoi qui se passe avec l'industrie culturelle, médiatique au Québec. Puis, pour moi c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup. Puis, parce que j'ai travaillé dans le monde des médias, je collabore encore concrètement avec des médias québécois. Puis, j'ai la chance aussi d'accueillir Denis Martel, qui est un stratège numérique, qui est un créateur de contenu aussi. Il a son propre balado, puis il a participé à la réalisation, production de plusieurs balados québécois. Donc, on va jaser de tous ces enjeux-là aujourd'hui. Donc, c'est un épisode un peu spécial où est-ce qu'on va sortir un peu des questions traditionnelles que je pose à l'intérieur du podcast Le Social Show. Puis, on va rentrer un peu plus en détail sur un sujet je pense qu'il devrait toucher vraiment beaucoup de gens qui sont tant dans la création de contenu médias sociaux que des gens qui sont dans l'univers médiatique. Fait que Denis, comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup, Francis, de m'inviter dans ton show. Ah ben écoute, je trouvais que c'était très pertinent parce que j'ai vu tes publications sur les médias sociaux en lien avec toute la situation. Je trouvais que ça reflétait vraiment mes points de vue également. Fait qu'on n'est pas là pour faire un débat puis s'affiner sur des enjeux. Je pense qu'on a un peu une vision similaire, mais on est surtout là pour aller peut-être mettre la table sur qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement dans ce dossier-là. Puis surtout peut-être amener des pistes de réflexion puis des pistes peut-être de solutions aussi. Moi, j'ai pas la prétention de dire que j'ai des idées vraiment concrètes et des pistes de solutions vraiment concrètes, mais je pense d'amener les gens à se questionner va être vraiment intéressant. Bon, ben allons-y. Je te suis, Francis. All right. Fait avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça d'abord que tu puisses nous raconter peut-être ton histoire, ton parcours, comment tu es devenu stratège numérique d'abord. C'est intéressant que tu l'amènes sur cet aspect-là, de dire comment tu es devenu stratège, parce que tu sais, le libellé stratège, on l'entend à toutes les sauces aujourd'hui, puis des fois, c'est un petit peu, ça questionne, tu sais, c'est un petit peu rigolo. Moi, je pense que tu deviens stratège, c'est pas seulement dans un contexte d'expertise ou de thématique, c'est dans un contexte aussi d'expérience. Tu sais. C'est l'expérience qui nous amène à toujours devenir meilleur et pouvoir justement aborder les aspects stratégiques avec toujours plus de compétences. Tu sais. Fait que déjà, je souligne cet aspect-là, je le suis vraiment devenu stratège. Ça fait 28 ans que je suis en communication numérique. Moi, vraiment, j'ai toute fait ma carrière dans le numérique. Je suis une bébite, là, vraiment, là, un mélange de numérique et de communication tout court. J'ai eu la pulsion de dire traditionnel, mais c'est un mot que je veux plus utiliser, ça veut plus vraiment rien dire. Tout est de la com, tu sais. Mais pour te dire quand même que les gens comprennent bien, je suis vraiment issu du numérique. Puis évidemment, j'ai passé par plusieurs métiers, architecture d'information, charge de projet, j'ai fait de la conception, j'ai fait du montage, de la scénarisation. Quand je dis du montage, là, carrément du montage vidéo. En fait, c'est ça qui est comique. Mon premier job en agence, je faisais du vidéo corporatif. J'ai même fait du CD-ROM corporatif. Pour ceux qui se souviennent, c'est quoi, là? C'était très drôle. Puis, c'était avant le web. Fait que là, ça me rajeunit pas du tout. On faisait pas des sites web, on faisait des CD qu'on envoyait par la poste. Tellement, quand je raconte ça des fois à mes étudiants, ils ont un peu peine à me croire. Puis de fil en aiguille, écoute, j'ai eu la chance de travailler dans des belles agences, des agences qui m'ont beaucoup aidé à grandir parce que j'ai côtoyé, je pense, là, dans les meilleurs de l'industrie, que ce soit chez Sidley, chez Cossette, chez Think ou chez Neuron. J'ai eu cette chance-là. Puis j'ai eu la chance, comme je dis, de travailler sur plusieurs. J'ai quasiment touché à toutes les grandes marques québécoises. Fait que c'est une grosse fierté pour moi, cet aspect-là. Puis, de fil en aiguille, comme je disais, je suis passé un peu plus, toujours plus
plus proche de la stratégie, puis au point où je suis devenu directeur à la planification stratégique chez Neuron. Je l'ai été aussi chez Cossette. Puis c'est devenu mon métier. Puis en parallèle de tout ça, ben, je fais de la formation. Je donne des cours en marketing numérique. Je donne aussi des cours en balado et streaming au Cégep de Limoilou. Je le fais aussi dans un contexte. C'est un élément de mon offre de service. Là, je suis maintenant à mon compte depuis 4 ans. Puis j'ai un autre petite offre de service là, qui est sur le côté comme ça, qui est la production de balado. Donc, je fais beaucoup de balado de marque, mais je fais aussi toutes sortes d'autres balados. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Là. J'ai aussi fait du balado. J'ai la chance des fois de faire du balado documentaire ou comme là, je suis en train d'en préparer un d'ailleurs, ou autre. Puis ça, c'est surtout une passion, mais qui est devenu un volet très, très sérieux de mon offre de service. J'espère ne pas avoir pris trop de temps pour me mettre en valeur à travers ça. On est dans un balado, donc on a le temps qu'on veut. Hein, fait que il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est super, très pertinent ce que tu amènes, parce que moi aussi, je me suis comme positionné comme un stratège numérique, mais pour bien des gens, ça veut rien dire, mais tu sais, c'est vraiment comme, je trouve que souvent, on oublie l'aspect stratégique à la création de contenu, on crée du contenu sans oublier le pourquoi. Puis, tu sais, je pense que ça va faire partie de beaucoup de ce qu'on va jaser dans les prochaines minutes parce que j'ai l'impression que justement, le pourquoi, il est souvent oublié quand on parle des médias. Tu sais, on dirait que le pourquoi, c'est juste de rejoindre le plus de monde possible pour générer des CPM puis des page views. Hein? Puis, on dirait que le pourquoi derrière était comme un peu oublié. Fait qu'on va revenir sur cet aspect-là, je pense. Mais avant, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de dire aussi, tu sais, donc, comme vraiment, tu parlais de ton rôle comme stratège, mais tu as aussi un rôle d'animateur de balado. Donc, c'est toi qui est l'animateur du podcast Les Engagés publics, un podcast où est-ce que tu accueilles les politiciens québécois, où est-ce qu'on apprend à découvrir un peu plus la personne derrière le politicien. Puis, on le sait, là, la job de politicien, c'est sûrement la paid job qu'on peut avoir pratiquement parce qu'on est soumis à l'œil public, puis c'est beaucoup de pression, puis c'est vraiment pas un job facile. Puis, il y a quand même des gens qui décident de se dédier à cette cause-là de l'amélioration de la vie commune de notre collectivité. De notre Québec. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est vraiment intéressant de pouvoir apprendre à connaître les personnes puis de leur faire sortir justement de leur cassette politique puis de peut-être comprendre un peu mieux la vision, la pensée puis l'être humain qui essaye, qui est là pour une raison, en fait. Tout à fait. Puis écoute, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Tu as bien décrit les engagés publics. Les engagés publics, c'est un peu à travers ce balado-là que je suis arrivé sur la scène du balado. En tout cas, je me suis mis à m'intéresser au balado. En fait, il y a une série balado qui s'appelle Disparu de Stéphane Berthomé qui a été un grand déclencheur pour moi. Ça, c'est une chose. Mais sinon, de mes propres premières expériences, là, je veux dire, on est rendu à la 6e année des engagés publics. Je l'ai bien décrit, c'est un balado qui a une mission de revaloriser l'engagement politique parce que justement, c'est la mauvaise presse. J'en parlais avec Bruno Guglielminetti dernièrement où c'est probablement l'un des métiers qui a la plus mauvaise presse, malheureusement. Puis comme tu le dis, ça demande des sacrifices énormes. Puis en même temps, on se demande toujours, tu sais, il y a comme une soif de se rapprocher du pouvoir, il y a comme une soif de se donner de l'importance, de se mettre en avant de la scène qu'on sent chez les politiciens qui fait que des fois, on les regarde et on se dit, coudonc, c'est-tu des extraterrestres? Fait que ce que tu disais tantôt, à savoir, c'est qui l'homme, la personne, la femme normale derrière, puis ce terme-là est utilisé justement pour nous faire rire, parce que ça nous fait rire. Je trouve ça toujours un peu drôle de dire la femme normale, le gars normal, tu sais, puis à chaque fois, ça déclenche des éclats de rire, mais justement, c'est ça, c'est de se rendre compte que il y a des individus derrière tout ça, puis que la politique, c'est compliqué, c'est pas simple. C'est complexe, c'est plein de doutes, puis c'est facile de chacun chez soi de commenter de loin. Mais écoute, c'est fascinant d'avoir. Moi, écoute, je suis tellement content d'avoir accès comme ça à des élus. J'ai vraiment beaucoup de chance à travers les engagés publics. J'ai des ministres, j'étais encore avec Mathieu Lacombe dernièrement. Je veux dire, à chaque fois que je suis épaté, je me dis qu'avec les horaires qu'ils ont, qui prennent le temps de venir nous parler comme ça, c'est fascinant.
Ouais, tu parlais de Mathieu Lacombe, qui est le ministre de la Culture et des Communications Du au Québec, ouais. gouvernement du Québec. Puis, c'est ça, donc dans ce podcast-là, où est-ce que tu l'as reçu, ben, vous avez adressé justement un peu la notion de l'importance, la place de la balado, de manière spécifique dans l'écosystème culturel québécois. Oui. Puis, tu sais, si tu peux peut-être nous résumer, là, puis peut-être teaser cet épisode-là de qu'est-ce qui en est ressorti de cette discussion-là, justement. Ça va te donner une belle porte d'entrée pour après ça parler peut-être de la situation de manière un peu plus large. Oui, il est sorti plusieurs choses. Premièrement, c'était la deuxième fois que je recevais Mathieu à mon balado. La première fois, il était ministre de la Famille, imagine-toi donc. Puis là, cette fois-ci, c'était dans le cadre du Festipod 2023 qui était enregistré devant le public à la Maison de la Culture Maisonneuve. Puis, tu sais, évidemment, ben, c'est le Festipod. C'est un festival qui est axé sur la création de podcasts, pour les créateurs de podcasts et compagnie. Fait que la thématique à ce moment-là, c'était, comme tu le disais, le balado, la place du balado dans l'écosystème culturel québécois, parce que actuellement, puis tu sais, la discussion s'est vraiment étendue sur l'ensemble des défis qui se présentent aux médias, aux créateurs de contenu en général et évidemment aux créateurs de balado. Donc, on parlait vraiment des défis qui touchent toute cette gamme-là, tu sais, à savoir les modèles publicitaires, de quelle façon tout ça devrait être financé. Est-ce que l'État doit venir mettre son nez ou apporter une aide financière pour chacun de chacune de ces gammes de création-là, tu sais, à savoir qu'est-ce qui se qualifie comme un produit culturel, un produit de communication, qu'est-ce qui est professionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas, de quelle façon les changements des modèles ont un impact sur les structures de financement. Il y a des grands questionnements actuellement derrière les portes des ministères, derrière les organisations paragouvernementales, gouvernementales comme la SODEC, le CALC et compagnie, qui sont en train de travailler activement à voir quel impact les nouveaux paradigmes du numérique et de la création de contenu ont sur notre façon de livrer notre mission. Tu sais. Donc voilà, puis tu sais, c'est fascinant parce qu'on le voit. T'sais, déjà d'avoir l'oreille comme ça, la participation, la collaboration du ministre directement avec nous dans un balado comme celui-là, ça démontre beaucoup d'ouverture. Et on sent aussi, déjà, j'ai vu après ça fait pas longtemps que le balado est en ligne, mais j'ai déjà vu des gestes concrets au sein des organisations gouvernementales comme ça pour commencer justement à travailler en collaboration avec l'industrie pour justement voir la façon dont on pourrait apporter des changements qui assureraient une présence de la culture francophone, de la culture québécoise dans l'écosystème numérique. Puis j'allais dire mondial, hein, mais j'étais comme gêné de le dire, mais c'est ça, carrément, là, mondial. Tu sais. Oui, parce qu'il n'y a pas de frontière justement à cette notion-là de non, création de contenu numérique. Et donc, à l'intérieur de ça, on peut considérer l'impact aussi du rayonnement culturel québécois, puis de nos personnalités, puis de nos industries aussi. Donc, il y a quelque chose de quand même très intéressant là-dedans. Sans vouloir être inutilement, je ne veux pas être trop dramatique, mais il va de la survie de notre culture, carrément. Oui, tout à fait. Puis, parlant de ça, ben, justement, je pense que on le voit que parlant de survie, du côté des médias traditionnels un peu plus, ben, ça fait plusieurs années qu'on essaie de trouver des solutions à cette démocratisation-là des contenus numériques, que ce soit des plateformes payantes comme Netflix, Disney, Amazon Prime, ou que ce soit les contenus plus gratuits, donc on peut retrouver en format balado sur Apple, Spotify, et aussi en format de contenu vidéo. Fait que tous les créateurs de contenu vidéo qui soient sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Donc, on a vraiment une offre très, très, très large. Puis beaucoup de ces contenus-là sont gratuits ou très peu dispendieux. Puis là, du côté québécois ici, ben les médias doivent trouver des manières quand même de rentabiliser leur production télévisuelle dans un écosystème où est-ce que la compétition est extrêmement forte parce que l'attention se porte vraiment beaucoup vers des plateformes sociales comme TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Donc, à ce moment-là,
on veut essayer d'aller chercher de la visibilité sur ces plateformes-là pour faire rayonner nos contenus, nos productions. Puis là, il y a la loi C-18 qui arrive. Puis là, tranquillement, pas vite, nos médias traditionnels, ben, eux autres perdent la visibilité. Puis déjà, on a de la difficulté parce qu'il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'offres de qualité quand même, qui sont divisées sur plusieurs plateformes, tout.tv, Vidéotron, etc., etc. Donc, à un moment donné, ça devient pas facile de, découvrir nos productions d'ici, puis y avoir accès de manière à ce que, en comparaison à d'autres contenus qui sont tellement accessibles facilement. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Tu sais, je retiens entre autres l'aspect de découvrabilité. C'est important qu'on adopte les bonnes pratiques de structure de données lorsque l'on distribue nos contenus culturels. C'est important partout, mais c'est particulièrement important au Québec parce qu'on pourrait, on parlait tantôt de prendre notre place sur l'échiquier mondial au point de vue du numérique, mais ne serait-ce que nord-américain pour ce qui est de la francophonie puis de l'aspect francophone, de la réalité francophone en Amérique. Si nos contenus sont mal indexés, si nos données sont mal structurées, nos métadonnées sont mal structurées, ben on va être complètement invisible auprès des grands moteurs de recherche et donc difficile à découvrir. Puis c'est vrai sur tous les moteurs, je parle pas seulement de Google, c'est vrai sur tous les aspects des moteurs de recherche, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi tout l'aspect de légifération, tu sais, les lois, comme de quelle façon, tu sais, on a laissé les grandes plateformes américaines, parce que c'est surtout ça, c'est pratiquement toujours le cas, sinon, disons, étrangères, mener la barque un peu comme bon leur semblait depuis des années. Ils manipulent nos données qu'on a consenties à leur donner à leur guise. Puis, on se rend compte aujourd'hui que ça a été fait dans la plupart des cas selon leur avantage. Et on les comprend, c'est des entreprises qui sont en affaires, c'est des entreprises privées. Fait que là, on est là aujourd'hui comme collectivité à essayer de remettre la pâte dans le tube, tu sais. Puis des fois, on se rend compte qu'il est un petit peu trop tard. Maintenant, ma position, moi, par rapport à ça, c'est soyons prudents. Faut quand même traiter ces plateformes-là comme des partenaires. Je trouve qu'en ce moment, j'entends toutes sortes d'initiatives, je vois toutes sortes de choses où en réalité, on n'est pas en train de mettre la table pour une négociation, pour une collaboration. On est en train de braquer les grandes entreprises contre justement des collectivités. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre à genoux puis supplier puis se mettre en situation d'attente devant ces grandes organisations-là. Je suis en train de dire que c'est pas en les insultant qu'on va réussir à faire quelque chose. Ils ont le gros bout du bâton actuellement. On a vu ce qui est arrivé. Tu soulignais C-18 quand Meta a arrêté de diffuser les nouvelles des médias canadiens sur leur plateforme. C'est une perte de liens entrants énorme qui a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Tu sais. Ça va une réalité comme celle-là, je veux dire, peu importe, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison de le faire. Il reste que si on agit de façon responsable, on doit s'assurer que cette manne-là ne devrait pas être coupée du jour au lendemain comme ça. Donc, je me demande comment les dossiers sont gérés auprès des plus hautes instances fédérales pour qu'on en vienne à ce genre de grandes coupures-là. Puis là, j'entends des initiatives, Zouk, le Plouc, puis c'est des amis, je les connais, les gens qui partent de ce genre de trucs-là, puis des affaires comme les barbares du numérique, mais c'est toujours dans je trouve qu'on n'est pas en train de mettre la table pour un débat sain, pour un débat où justement, tout le monde va être assis à la même table. On est en train de creuser le fossé qui nous sépare d'une solution. Puis, on est dans des périodes de temps au point de vue stratégique qui veulent dire la vie ou la mort pour plusieurs de nos médias. Ouais. Donc, plus on étire le temps avant de trouver des solutions. Quelque chose que les gens aussi doivent comprendre, parce que c'est pas tout le monde qui a peut-être notre expertise puis notre compréhension, mais une chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est qu'au-delà de qu'est-ce qui se passe ici au Canada, donc Facebook, une des raisons que quand la loi C-18, Facebook ont pris le gamble de bloquer toutes les nouvelles, parce qu'eux autres, là, c'était un excellent test qui, à la fois, servait de moyen de pression contre cette loi-là, mais en plus de ça, pour eux, était un test pour voir l'impact que ça aurait potentiellement sur la rétention des utilisateurs.
Parce que Facebook, ce qu'il disait, sur leur propre plateforme, puis ce que Facebook avançait comme chiffre, c'est que à peine 3% des contenus qui sont consommés par les utilisateurs sur Facebook, sur Instagram, etc., seulement 3% contiennent du contenu de médias. Donc, pour eux, ils disent, nous, on fait pas tant d'argent que ça avec le contenu médiatique, entre guillemets. C'est le contenu généré par des utilisateurs, par des créateurs de contenu, par monsieur, madame, tout le monde, qui génère la plus grande quantité de contenu, qui génère le plus de visibilité, et ce n'est pas nécessairement des contenus de médias. Et Facebook, Instagram, ils ont vraiment la difficulté avec la désinformation. Donc, eux autres, de laisser du contenu médiatique sur leur plateforme, pour eux autres, c'est une épine dans le pied. Ils le faisaient parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas d'autres options. Mais là, en testant au Canada l'impact, puis on a vu là, récemment, il y avait des statistiques qui disaient que depuis le blocage des contenus de nouvelles sur Facebook, il n'y a eu aucun impact en termes de statistiques sur la rétention des utilisateurs et les habitudes de consommation. Donc, même s'il y a eu des petits mouvements de protestation, de boycott de Meta ou quoi que ce soit, ça a eu concrètement zéro impact sur leurs chiffres en termes de rétention des utilisateurs. Et là, ce qu'on est en train de voir arriver, puis là, c'est là que moi, je me demande à quel point on est conscient de ça au Canada, mais c'est parce que Facebook est en train de retirer l'onglet d'actualité et de nouvelles partout à travers le monde. Fait qu'on retire tranquillement pas vite les nouvelles partout. Aux États-Unis, depuis 2021, c'est environ 40% du trafic qui a été perdu par les médias un peu plus de lifestyle entertainment. Puis les médias de hard news, là, vraiment d'actualité, c'est des baisses jusqu'à 70% de trafic qui sont vus présentement de l'autre côté des États-Unis. Donc, on n'a pas complètement bloqué l'accès aux médias comme on l'a fait ici, comme on l'a testé, mais on a vraiment joué avec l'algorithme pour diminuer la visibilité du contenu médiatique. Pourquoi? À cause de la désinformation, à cause de tout l'impact, toute la pression que ça met sur Meta en termes de modération, puis d'essayer de gérer l'algorithme. Donc ça, c'est une réalité que peu importe ce qui se passe avec la loi C-18, c'est vers là qu'on s'en va pour les médias québécois. Puis ça, comme tu le soulignes, on dirait qu'on s'en va vers quelque chose qui va être pérenne, tu sais, qui risque de durer. Parce que faut pas oublier que Facebook, il manipule et réorganise l'algorithme à leur gré. Donc, si soudainement, ils sont plus capables de générer du volume avec du média, ils vont le générer avec un autre type de contenu qu'ils mettaient de côté actuellement, qui était défavorisé. Parce que tu sais, tout le monde qui a un compte Facebook depuis longtemps a bien vu, à un moment donné, les posts de ses propres amis ou ses propres familles disparaître au détriment de la publicité ou justement des pages d'entreprise. À un moment donné, les pages d'entreprise, ça a baissé. Moi, je me souviens des reach. Hein? Je travaillais pour des grandes marques nationales. On avait des super beaux reach en organique sur nos pages. Puis en 2 ans, on a vu nos reach baisser d'une façon dramatique. Depuis décembre 2018, bang, ça l'a complètement diminué. Un petit tweaking dans l'algorithme, puis on remplace ça par un autre type de contenu. Fait qu'effectivement, ce qu'ils voulaient démontrer, je pense que tu mets le doigt dessus, c'est qu'ils sont puissants, qu'ils ont le gros bout du bâton, ils en ont fait la démonstration. C'est pour ça que moi, je dis, je suis pas en train de les défendre vraiment pas. Puis je suis pas au loin de là. Écoute, je trouve ça terrible qu'on en soit rendu là. Par contre, il faut vivre avec notre réalité. Il faut agir en fonction et même agir stratégiquement en fonction de notre réalité. On a le droit d'être fâché, on a le droit d'être en colère, on a le droit de réagir de façon émotive. Sauf que c'est pas ça qui va qui va rétablir et qui va assurer la survie de nos médias. L'autre chose que j'aimerais amener, c'est que ça ne pourra pas toujours non plus être la responsabilité de l'État de sauver les médias. Je pense qu'on a c'est un choix, l'investissement dans les médias, c'est un choix collectif, c'est un choix qu'on doit faire au Québec probablement plus qu'ailleurs parce qu'on a une réalité culturelle qui est menacée. Donc, c'est un choix collectif de dire, nous, on va investir dans nos médias pour leur survie, pas parce que c'est payant, parce que c'est important. Puis ça, il faut se le dire, là. Tu sais, l'objectif qu'on va chercher, c'est pas de faire des sous. L'objectif, c'est de rester présent parce que ça a des retombées d'une façon plus importante. Parce que de toute façon, je suis convaincu que ça coûterait beaucoup plus cher de ne pas investir dans nos médias que d'investir dans nos médias. Par contre, ce que je trouverais responsable et intéressant, puis je reviens à ce fameux pragmatisme-là que j'aime mettre de l'avant, c'est faudrait que les médias faudrait que l'industrie se prenne en charge pour
valoriser les revenus qu'ils sont capables d'aller chercher. Il y a le fameux 1,9 milliard de liens que Facebook nous disait avoir envoyé en 2022 aux médias, en voulant dire on vous en a envoyé de la business, valorisez-la. J'ai jamais entendu même pas entendu le début d'un discours qui disait hey, comment on pourrait transformer ce 1,9 milliard de liens-là plus payant qu'il l'a été. On veut pas toucher à notre modèle d'affaires, on veut pas toucher à notre système, mais on voudrait que le gouvernement vienne combler toutes nos pertes, ou oblige les grandes organisations à venir combler nos pertes, alors qu'eux autres ont toujours agi en pensant avoir un contrat d'affaires qui était je t'envoie des liens, tu assures. Il y a un contrat tacite là, sur la présence de leur contenu sur leur plateforme. Et même que les médias traditionnels en profitaient. Donc, c'est comme ça que le clickbait est né. Le clickbait est né parce que les médias voulaient profiter de cet algorithme-là pour générer le plus de revenus possible. On est tombé dans le piège de A à Z. Le taux de clic pour maximiser justement les dollars d'impression en termes de publicité sur leur plateforme. Et donc, d'un côté, on a juste profité à place de se poser les questions comment on peut justement essayer de développer une nouvelle offre de service, améliorer. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? À place de créer du contenu de meilleure qualité, il y a plusieurs médias qui ont fait l'inverse. Donc, du contenu plus sensationnaliste, qui a moins de valeur. Et de l'autre côté, on a vu un peu l'évolution de nouvelles formes de journalisme. Donc, tout dans un article que tu as publié, tu parlais un peu du slow journalism. Moi, le slow media, une sorte de journaliste que j'aime beaucoup, c'est le journaliste de solution, où est-ce qu'on est beaucoup moins dans le clickbait et beaucoup plus dans comment on peut présenter un sujet de manière à ce que ça amène de la valeur à notre audience, qu'on soit moins justement dans le sensationnalisme, puis juste plus en offrir de la valeur. Donc, tout ça, c'est des choses, je pense qu'on doit se poser la question par rapport justement au modèle d'affaires. Puis, tantôt, on parlait de découvrabilité. On prend tous nos contenus, puis on les met derrière des barrières payantes et on ne prend pas avantage de l'aspect de découvrabilité de ces plateformes-là. On le faisait pour des contenus un peu plus de drive to web parce que là, après on était capable de vendre la publicité sur nos plateformes. Mais quand on regarde le succès d'un podcast comme celui de Mike Ward, non seulement ici au Québec, mais aussi à l'international, parce que récemment, il a fait une tournée quand même à l'extérieur du Québec, en Europe, un peu dans le Canada. Puis, on a un bel exemple de la puissance de la découvrabilité que les plateformes comme YouTube ou Spotify ou Apple Podcasts peuvent nous donner. Alors que dans le modèle média traditionnel, c'est de cacher ça derrière des paywalls pour essayer de maximiser les pre-rolls et ou les abonnements. Juste pour revenir sur la notion de clickbait, c'est que le pas de recul nécessaire pour comprendre l'ensemble de ces éléments-là, je pense pas qu'on l'ait eu. On l'a jamais eu. On a sauté on a compris le système, on a compris le modèle d'affaires. On a dit ça marche comme ça, fait qu'il faut générer du clic. Puis on s'est laissé imposer un système qui fonctionnait, d'où le succès arrivait par un succès de masse. Donc, ça prend beaucoup de clics pour faire le plus d'argent possible. Fait que tout ce que tu viens de nous expliquer très bien s'explique à travers ça. Puis, tu sais, est-ce qu'on peut en vouloir aux médias? C'est là où je mets un bémol sur ce que j'entends. Puis, tu as raison là, sur l'essentiel, puis je sais que c'est ça que tu disais, mais c'est comment peux-tu leur en vouloir? Les autres cherchent à survivre à travers ça. Fait que c'est bien beau, là, nous autres, arriver à se draper dans la vertu puis dire slow média, puis mais c'est pas payant. Puis c'est pour ça que je dis il faut sortir de ce modèle-là. Parce que tant qu'on accepte un modèle de KPI qui est axé sur la performance, mais qu'on est 6 millions, ça marchera jamais. Il faut qu'on réussisse. Puis je pense que j'ai la solution. Une chose que je suis sûr, par contre, c'est qu'on peut pas fonctionner dans ce système-là. Ça marche pas. Fait que là, à un moment donné, c'est un 4-22. Là, on est pris. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats.
Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. Peut-être que j'avais l'air d'être en train de blâmer les médias, mais non, je disais plutôt que, effectivement, pareil comme tu le dis, c'est que on a profité de ce système-là, mais là, aujourd'hui, en 2023, on peut pas dire comme « Ah, ben non, on se tourne contre Facebook puis on dit ça marche pas. » On a profité assez longtemps, puis à cette époque-là, c'était là que c'était le moment d'essayer de trouver d'autres solutions, je crois, pour essayer de diversifier, dans le fond, les sources de revenus, de revoir les modèles d'affaires. C'est les fameux gates. Là-dessus, je voulais revenir, les barrières au contenu. Ouais. Puis ça aussi, c'est un autre élément où je peux comprendre le modèle d'affaires parce que, justement, encore une fois, c'est toujours relié au modèle d'affaires. Le modèle d'affaires n'est pas payant. Les peanuts, les quelques sous qu'on reçoit aux milliers de vues ne réussissent pas à couvrir les frais puis à vivre honnêtement au point de vue médiatique sur le web. Donc, il y a des solutions, différentes solutions ont vu le jour, comme celle-là. On va faire des contenus gaietés. Gaieté pour, je sais pas, c'est peut-être pas un terme que tout le monde connaît, là, mais derrière une sécurité qui fait qu'il y a accès seulement lorsqu'on paye. Derrière un paywall, oui. Là, ça a paywall, merci. Ça a un impact important entre autres, sur justement notre présence. Mais quand tu regardes des systèmes qui fonctionnent de cette façon-là, ce qu'ils donnent, c'est pas leur puis qui fonctionnent bien, là, comme MikeWard. Ce qu'ils nous donnent derrière le paywall, c'est pas son contenu. Ce qu'ils nous donne, c'est une valeur ajoutée. Il nous vend une valeur ajoutée et il nous donne un produit déjà viable. Tu sais, c'est important, cette notion-là. Tu sais, on peut pas juste. Les gens sont. Surtout que tu es sollicité. Hey, les modèles de par paiement sur le web ont explosé puis on les accepte comme si de rien n'était. J'ai jamais autant payé de 20$ par mois de toute ma vie. Je te vois rire, je sais exactement de quoi je parle. Hein? De Canva à je sais pas quoi. Là. Tu sais, je veux dire, c'est fou raide, là. Tu sais, fait que, mais parce qu'il y a une valeur derrière, ça, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est que de se battre à l'intérieur, puis je reviens sur un propos que tu as amené tantôt, de venir compétitionner dans ce système-là où l'argent n'est pas le budget n'est pas infini pour personne. Ben là, à un moment donné, je paye-tu mon abonnement au devoir ou je m'occupe, qu'est-ce que je vais mettre en premier? Faut démontrer de la valeur pour que la personne priorise un investissement chez soi. Tu sais. En tout cas, et là, c'est là qu'on se pose des questions par rapport à la quantité d'offres pour la grosseur de la population québécoise aussi, que là, si moi je veux m'abonner à Tout.tv, puis la plateforme de Vidéotron, puis Le Devoir, puis la presse, puis à un moment donné, j'ai pas les revenus, là, surtout avec l'inflation présentement, les gens, ça va être facile de prendre des décisions, là. On garde une plateforme, puis c'est sûrement celle qui m'offre le plus de contenu.
de divertissement à meilleur prix. Fait que là, il y a peu de chances que ça soit une plateforme québécoise ou canadienne, là. Puis c'est ce qui est intense là-dedans, c'est que imagine-toi en plus que tu sais, on n'est pas juste dans la compétition en ligne, on est en compétition avec tout ce qui s'appelle le dollar plaisir. Exact. C'est sans fin. Fait que c'est tous des éléments super intéressants. Puis dans le fond, tu sais, on parlait tantôt un peu de la notion de justement. Donc, d'un côté, on a les médias qui ont de la difficulté à trouver des pistes de solutions. De l'autre côté, on a des créateurs de contenu, des créateurs de balado indépendants qui, certains, réussissent très bien à sortir leur épingle du jeu, même s'ils sont indépendants. Tantôt, on parlait évidemment d'un exemple hors norme, là, avec le podcast de Mike Ward, mais que lui aussi, en soi, amène des pistes de réflexion. On l'a vu avec la prise de bec avec l'UDA, qu'on se posait des questions, justement, donc d'avoir des modèles comme ça qui réussissent, puis qui amènent des institutions à se poser des questions, c'est quand même intéressant. Mais il reste que, comme tu le mentionnais tantôt, c'est où on trace la ligne entre un podcast. C'est un peu ça, moi, ce que je trouvais qui ressortait du débat entre l'UDA puis le podcast de Mike Ward. C'est c'est où tu traces la ligne entre un podcast où la personne doit payer pour recevoir des invités, mettons, ou de l'autre côté, c'est financé par l'État. Et où la ligne entre un podcast qui est financé par l'État et un podcast qui est un peu plus indépendant? Est-ce que c'est parce qu'il y a une entreprise qui est derrière, qui veut monétiser son podcast, que là, ça fait que, oh non, arrange tout, tu n'as pas de subvention? Donc, où est-ce qu'on fait où est-ce qu'on trace la limite entre ces questions-là? C'est vaste comme question parce que on peut pas prendre le nouveau système puis essayer de le faire rentrer dans les grilles de l'ancien. Puis c'est fort probablement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. C'est normal parce que c'est long, la gestion du changement, la transformation d'une économie, la transformation organisationnelle, c'est long. Puis c'est pas tout le monde qui a toujours la vision ou la capacité de nous faire sauter quelques étapes. Donc là, actuellement, probablement, puis tu sais, je déteste chercher à répondre à cette question-là en disant, bon, OK, comment on prend le nouveau modèle puis on le fait rentrer dans les anciennes grilles? Ça marchera pas. Fait que, essayons autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que le financement pourrait être accordé en fonction de tartes réparties par type de contenu? Puis là, après ça, c'est ouvert à tous et c'est géré. Puis je pense que les ministères et organismes ne seront pas capables de gérer ça. Donc, est-ce que c'est géré à ce moment-là par des tiers, des instituts au BNL qui vont être mandatés pour gérer des enveloppes par thématique? Je ne sais pas, là. Je suis en train de la... Mais un genre de CRTC qui a une enveloppe un peu comme à la TikTok, qui a une enveloppe pour les créateurs de contenu. Ça, c'est intéressant. Vois-tu, il y a des modèles là-dedans. Et qui démocratise un peu genre l'accès à cette pièce de tarte-là. Parce que là, on a quand même déjà beaucoup je veux juste dire, je dis pas CRTC, là, ça serait une erreur totale, mais continue d'aller dans ce genre de choses-là, mais poursuis. C'est pas le CRTC, ça serait quoi d'abord? Ben, c'est des organismes là, plus comme la SODEC ou le CALC ou autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le CRTC, c'est parce que ça vient aussi avec ils gèrent aussi la nature du contenu. C'est spécial. Il faut que tu leur demandes une licence. Il faut que tu respectes ta licence. Ben, justement. C'est tous des modèles. C'est toutes des affaires qui sont pratiquement plus applicables. Là. C'est très difficile. En tout cas, puis l'autre affaire, c'est l'immobilisme dont fait preuve une organisation comme le CRTC, très précisément. Je veux dire, ils ont encore de la difficulté à distribuer des nouvelles licences de radio en ce moment, puis on leur demande de gérer des trucs du numérique qui les dépassent complètement. Ils sont complètement dépassés, tout à fait. Je ne sais pas comment on va y arriver. Excuse-moi, c'est quand j'ai entendu CRTC, ça fait... Ouais. Mais je pense que ça nous prendrait quand même un institut comme ça qui a quand même un certain pouvoir de décision par rapport à des lois. Puis, parce que l'autre chose, c'est qu'on collectivement, on paye déjà quand même beaucoup pour de la création de contenu. Mais je trouve qu'on n'a pas un si gros retour sur investissement que ça en termes de tout cet argent-là qui est donné, mettons, en crédit d'impôt pour des productions québécoises canadiennes. Ben, sont produites. Mais après ça, un film là, québécois récemment qui est sorti, là, essaye de me dire où est-ce que je peux l'écouter. Ouais.
Donc, Ouais. on a déjà Ça, je sais payé qu'il directement pour ce y a déjà contenu-là. des discussions, il y a déjà des travaux sur cette réalité-là. En fait, d'ailleurs, probablement que tu m'en parles parce que tu as entendu M. Lacombe peut-être en parler. Le ministre, c'est déjà une de ses préoccupations. C'est super intéressant comme sujet. Mais je te laisse poursuivre. Là. Je ne sais pas si tu avais fini ta question. Non, mais moi, je trouve que ça fait partie un peu de cette enveloppe-là qu'on dit qui pourrait non seulement aider les médias d'ici, mais les créateurs de contenu et que ça soit comme... En tout cas, je trouve qu'il y a des pistes de solutions, mais il y a un élément que dans ton texte que tu as proposé là, récemment au grenier, tu parlais de pistes de solutions concrètes. Puis tu parlais d'un regroupement un peu pour représenter les producteurs de contenu de balado, puis les créateurs de contenu, puis aussi toute la notion de collaboration. Puis je pense que moi aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est peut-être utopique là, de penser que ça peut arriver, mais d'avoir une meilleure collaboration entre nos médias québécois pour trouver des pistes de solutions et réinventer le modèle d'affaires. Oui, c'est difficile parce que encore une fois, tu as juste à suivre la piste de l'argent pour voir où ça bloque. Parce que les médias traditionnels actuellement fonctionnent encore avec des structures un peu monolithiques. On n'est pas encore très, très proche de ce qu'on appelait même à l'époque. Imagine-toi donc te dire là, l'entreprise 2.0. Là, C'est encore des entreprises qui se présentent comme un bloc, qui ont un mode, puis ils défendent un modèle d'affaires. Ils s'adressent à des gens qui les financent, qui comprennent ce modèle-là. C'est ce qu'ils comprennent. Fait qu'ils ont tout intérêt à protéger ce modèle d'affaires-là actuellement, le plus longtemps qu'ils peuvent. Le problème, c'est que je pense que, ultimement, si on prend pas de recul suffisant, ça nuit à la collectivité, cette façon-là de voir les choses. Bon, fait que étant donné qu'ils sont sont un petit peu dans un esprit de protectionnisme, ben, tu sais, des articles qui vont traiter justement d'ouverture aux créateurs de contenu pour ce qui est du partage des enveloppes, on n'en lira pas beaucoup dans les médias. Parce que justement, ça va contre leur propre modèle d'affaires, cette notion-là. Il y a même la presse qui fait son propre top des vrais influenceurs. Parce qu'ils considèrent que les influenceurs québécois, que les influenceurs de contenu numérique ne sont pas de vrais influenceurs. La presse qui a développé un contenu qui ridiculise un peu les créateurs de contenu. Je sais pas, j'ai pas été exposé à ça. Écoute, si c'est le cas, ça me surprend pas tant. Puis c'est intéressant cette notion-là à savoir, tu sais, comme moi-même quand je parle régulièrement à des clients de marketing d'influence, puis je suis tout le temps un petit peu gêné. Là. Je fais tout le temps, à chaque fois que je dis le mot influenceur, je mets des guillemets parce que il y en a plusieurs qui ont un peu fait mal à l'industrie. Hein? On n'a qu'à penser à Sunwing. Là, après ça, tu approches du monde sérieux puis tu lui dis non, les influenceurs, c'est des gens qui font du contenu de qualité. Yeah, pas tout le temps sûr, tu sais. Mais c'est pour ça, moi j'essaie toujours de faire la distinction entre des influenceurs et des créateurs de contenu. Donc, toi, tu es un créateur de contenu qui a de l'influence, mais tu n'es pas un influenceur. Non, je te confirme que je ne tire pas de revenus de l'univers d'influence autre que faire des stratégies. Là. Exact. Je veux dire, moi-même, je ne demande pas d'argent à personne pour. Exact. Mais pour moi, je monnaie pas mon influence. Je monnaie pas mon influence. Le créateur de contenu et l'influenceur, surtout la grosse différence, c'est au-delà de la quantité, c'est surtout l'intention. L'influenceur, son intention numéro 1, c'est de s'auto-promouvoir lui, dans le fond. Mais tu sais, cette notion-là, tu sais, puis parce que je pense qu'il faut revenir un petit peu aussi à la notion de mission d'État. Puis c'est drôle parce qu'on l'a perdu, même dans le modèle traditionnel, on l'a perdu, cette notion-là. Quand tu regardes à quoi ressemble Radio-Canada aujourd'hui, on est loin de la mission de la mission originale, tu sais, qui était noble. Puis ici, je veux pas qu'on porte des jugements en fonction des valeurs. C'est pas de ça que je parle. Mais il reste une chose, c'est que quand tu investis de l'argent issu qui vient de la collectivité, ben, tu as une responsabilité. La collectivité investit pour une chose précise, pas pour faire vivre une industrie. Il faut que ça lui... Puis tantôt, tu parlais de retour sur investissement, puis il faut pas imaginer de retour sur investissement dans ce contexte-là autrement que financier. C'est un retour sur investissement, comme je le disais, c'est un investissement dans la culture qui est important, qui est excessivement important, beaucoup plus important que l'argent. Le point est que
on voit qu'on a déjà perdu cette notion-là d'importance de la mission des sociétés d'État. Donc, bon, parce que c'est des business qui font compétition au privé. Cette réflexion-là pourrait être portée sur le territoire de la solution pour voir qui mérite un financement ou pas, même au point de vue des créateurs de contenu. Quand on parlait tantôt d'enveloppe disponible pour autre chose que les grands médias établis, ben ça pourrait éclairer, tu sais, dire, écoute, c'est quoi? Est-ce que de financer ta création de contenu viendrait remplir une parcelle ou contribuerait à aller dans le sens que la mission que l'État s'est donnée dans la distribution de ces enveloppes-là, qui sont, par exemple, de promouvoir la culture et compagnie. Là. Puis là, je reviens tout le temps avec cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Il n'y a pas juste ça. Mais c'est juste pour nous aider à comprendre. Fait que vois-tu, ça pourrait. Fait que là, une influence, puis là, je veux pas tomber dans les clichés, là, mais un influenceur qui fume, qui vapote dans un avion ou une influenceuse qui, peu importe, là, je veux pas non plus, encore une fois, là, stigmatiser du monde, mais qui répondent pas à ces critères de mission-là, ben à ce moment-là, ils ne rentreraient pas dans les cadres d'accessibilité au financement de l'État. Puis, tu sais, ça a l'air, je m'écoute, puis je suis comme, ben là, bravo Sherlock, là, c'est évident. Mais il y en a peut-être une piste là-dedans. Puis à ce moment-là, tous les autres modèles continuent à exister. Là. Oups, ça m'arrive tout le temps, ça, je débranche mes écouteurs. Tous les autres modèles continuent à exister à travers pour ceux qui veulent être en affaires, comme TVA le fait, tu sais, dans ben si on veut le ramener justement au modèle traditionnel. Voilà, tu sais, il y en a qui vont pouvoir continuer à être en affaires de façon privée, tu sais. Vraiment super intéressant. Je vois le temps qui passe à tout à l'heure. Tu sais, justement, c'est quoi dans cet aspect-là, tu sais, c'est quoi l'importance justement de ces créateurs de contenu-là indépendants, à ton avis? C'est quoi l'importance de les subventionner, de les aider à monétiser un peu leur création de contenu? Ben, il y a deux choses. Là. Je veux juste repréciser que pour moi, la solution n'est pas toute dans la subvention. Là. Il y a aussi dans la transformation des modèles d'affaires, des modèles publicitaires qui nous désavantagent constamment. Là. Il n'y a personne qui va réussir à vivre dans le système, sauf les agences médias puis les agences de publicité. Mais dans le modèle actuel, tu peux pas créer du contenu puis espérer gagner ta vie, à part d'être une exception, là, comme Mike Warren, par exemple, et autres. Mais c'est très, très difficile. Ça peut pas favoriser la création de contenu plus modeste, mais qui apporterait des revenus satisfaisants à ceux qui se sont donné cette mission-là. Et ça, je vais commencer par dire ça. Là, c'est pas juste une question. Parce que je suis tanné un peu de ce discours-là où tout le monde a finalement l'air de quêteux. Là. C'est que ça va pas bien, faut que le gouvernement fasse de quoi, ça marche pas, faut se responsabiliser. Comme industrie, faut le faire. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est je pense que c'est fondamental que les créateurs de contenu eux-mêmes soient présents lors de la réflexion pour ces solutions-là. Autrement dit, on le disait tantôt, derrière les portes des ministères et organismes, il n'y a pas toujours... Puis c'est de moins en moins vrai ce que je dis là parce que je connais beaucoup de gens de la fonction d'État qui sont excessivement allumés. Ça bouge souvent même, je te dirais, dans la fonction d'État québécoise, ça bouge par la base. Ça arrive avec les jeunes, ça arrive avec des des passionnés, des gens qui sont excessivement compétents et stimulants, puis qui réussissent à faire bouger ceux qui sont là depuis longtemps, puis qui finissent par croire en leur propre personnel. En tout cas, là, je pourrais me lancer sur tout des réflexions puis des discussions sur la façon que la fonction d'État fonctionne. Mais anyway, ça pour te dire que ça peut pas, non, quand même, malgré qu'il y ait qu'on soit de plus en plus compétent, de plus en plus allumé, de plus en plus intéressé au sein de la fonction d'État, ça ne pourra pas se décider que derrière les murs des ministères, derrière les portes des ministères, derrière les portes des organismes. Je pense qu'il faut que les créateurs de contenu s'invitent aux tables de discussion, s'invitent aux tables où les solutions vont s'élaborer. Puis c'est un peu ce que je disais dans un de mes textes que tu faisais tantôt, là, que tu citais tantôt, où ce que je parle, puis que je déplorais que dans le monde du balado, entre autres, on peine un peu à s'organiser. Rien de dramatique,
Mais on le voit comment ça va vite, là. Si on avait commencé là, 2 ans, ben on serait déjà prêt à venir supporter l'État dans ces réflexions-là. Tu sais. En tout cas, il n'est jamais trop tard. Avoir donc un groupe de représentants qui sont là pour à plusieurs niveaux. Pas lobbyer, mais venir réfléchir. Réfléchir pour trouver des solutions qui vont faire qu'on va construire quelque chose de structurant, quelque chose où on laissera pas le contrôle entre les mains d'organisations, de grandes organisations qui ont leur place. Là. Bon, je veux pas passer pour un communiste, c'est pas ça l'idée. Qui ont leur place, mais qui, des fois, si on les laisse aller seuls, prennent toute la place. Ça, c'est dommage. Et c'est un peu ce qui est arrivé justement avec les plus petits médias, les médias régionaux, qui eux autres, évidemment, ben là, vivent avec des situations vraiment plus difficiles que les grands médias qui ont leurs applications, qui ont d'autres manières justement de continuer à essayer de monétiser leur plateforme, tandis que les petits médias juste plus régionaux, ben, eux autres, là, ils se retrouvent vraiment pris dans cette situation-là avec vraiment peu de ressources et de pistes de solutions. Mais ça, c'est un drame, ce qui se passe actuellement dans les régions, dans les petits médias, dans les médias régionaux. Quand je regarde des entreprises comme Arsenal, je trouve ça phénoménal. C'est phénoménal ce qu'ils réussissent à faire. Puis c'est des entreprises à succès, mais qui travaillent fort en tabarnouche. Quand tu regardes les médias communautaires, moi, là, je me souviens, j'ai eu la chance de par mon travail, là, puis mes mandats, j'ai travaillé très près avec les médias régionaux, les médias locaux. Puis c'était c'était dans la transition un petit peu vers la fin de la pandémie. Puis ce que j'entendais, là, c'était des appels du type qu'est-ce qu'on va faire quand les budgets de publicitaires de la COVID vont cesser. C'était ça qu'on entendait, des gens inquiets parce qu'ils savaient que Puis là, je dis la manne, mais c'est parce que ça a l'air comme youpi, on a pitché de l'argent. Mais l'idée, c'est pas ça. Mais c'était quand même important. Il fallait faire beaucoup de sensibilisation. Fait qu'on a acheté beaucoup de publicité. Puis ça, ben, ça a été une bouée de sauvetage pour nos petits médias régionaux, cette notion-là. Tout ce que je disais tantôt sur la nécessité de repenser les modèles d'affaires publicitaires, c'est principalement pour sauver les médias régionaux et les petits médias. Mais tu sais, entre toi puis moi, Francis, je pense qu'il est déjà trop tard. C'est fou, là. C'est d'une tristesse sans nom. Je suis gay, moi, aujourd'hui, hein? Oui, mais j'avais vraiment pas l'intention qu'on trouve des solutions, des pistes de solutions. C'est plus pour amener les gens à réfléchir. Donc, c'est sûr que c'est un sujet quand même déjà très deep et difficile, mais effectivement que moi, ce qui me fait le plus de peine, si on veut, justement, dans tout ça, c'est vraiment les personnes, les individus qui sont dans peu importe les différentes cases qu'on a nommées. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leurs emplois là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui vont qui vont devoir se retrouver peut-être des emplois dans des domaines peut-être qu'ils aiment moins parce qu'à un moment donné, il va y avoir de la compétition pour les postes. Donc moi, c'est ça que je trouve le plus... Les journalistes, pauvres journalistes. Oui, les journalistes qui travaillent déjà très fort avec peu de ressources. La job de journaliste, ça a l'air très glamour, là, mais on va se dire les vraies choses. C'est pas un job facile parce qu'il y a beaucoup de pression et il y a de moins en moins de ressources pour exécuter tout ce qu'il y a à exécuter. En termes de demandes multiplateformes et en termes de tout ça. Ceux qui travaillent, ils passent la journée derrière Twitter. Oui. On est loin du journalisme de qui était financé. Parce qu'en fait, parce que les médias n'ont plus les moyens de les envoyer sur le terrain, tu sais. Mais... C'est terrible. Écoute, mais là, je trouve que c'est de ma faute, là. On a pris une tournure un peu trop négative. Là. Je me suis laissé aller dans... Justement, j'aimerais qu'on finisse peut-être sur une note plus positive. Donc, je sais qu'il y a un groupe d'experts qui s'est réuni avec le ministère de la Culture là, pour essayer de trouver des pistes de solutions pour promouvoir la culture et la langue québécoise sur les plateformes numériques. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en place depuis le printemps passé. Une initiative de Mathieu Lacombe. En train d'avancer. Tu peux-tu nous en parler peut-être un peu plus? Ben écoute, je suis pas vraiment pas un spécialiste. Je suis pas la bonne personne pour t'en parler. Puis tu sais, me lancer là-dedans, ça ferait de moi un peu
un porte-parole du ministère de la Culture, ce que je ne suis pas. Donc, je pense qu'ils vont être les premiers bien contents que que je me lance pas dans l'explication puis la pertinence de ce comité-là. Cela dit, il y a vraiment des gens de qualité qui composent le groupe. Là, on parle de Louise Baudouin, excuse-moi, on se souvient bien, Clément Duhem, Véronique Guévremont et compagnie. C'est des, je veux dire, c'est des noms c'est des gens ça donne confiance d'entendre que ces gens-là travaillent sur ce type de dossier-là. Maintenant, j'ai aucune idée de la nature de leurs travaux. J'ai aucune idée où ils en sont. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ce comité-là va accoucher. En tout cas, moi, je veux s'ils entendent ça, ce qui me. Je sais pas, en fait, je sais pas à quel point ton balado a de la portée, Francis, mais s'ils nous entendent aujourd'hui, je pense que tu vas te joindre à moi pour dire qu'on est tout à fait disponible pour collaborer n'importe quand Tout à fait. si le besoin se présente. C'est ce que j'ai hâte de voir, de quelle façon un rapport ou les travaux d'un groupe comme celui-là, de quelle façon ça va atterrir et que ça va pouvoir, après ça, venir intégrer là, les différentes structures. Puis comme tu le disais, après ton entrevue avec Mathieu Lacombe, là, le ministre de la Culture et des Communications, il y a déjà des actions qui sont en train de se prendre au niveau du ministère. Il y a des pistes de solutions. Donc, il y a ça aussi qui est quand même positif de ce côté-là. Et comme je te dis, ça dépasse le rendu là. Moi, je me risquerais pas à parler, à prendre la parole au nom du ministère. Je te vois sourire. Je veux pas, sans blague, je peux pas vraiment me lancer là-dedans. Mais selon ce qu'on entend, oui. Excellent. Puis en terminant, j'ai toujours des petites questions éclairs pour toi, des petites questions quiz éclairs. Première question, c'est quoi ta plateforme préférée? Puis pourquoi? Ah, tu parles d'une question, toi. C'est drôle. Je pense que c'est LinkedIn. Oh, c'est drôle, hein? C'est une réponse même qui me surprend moi-même parce que c'est une plateforme qui réussit à garder sa pertinence. Là, c'est peut-être la façon que j'utilise, que mes algorithmes m'ont cerné pour les autres, là, que je parle de tout ce qui s'appelle Reel, TikTok, tout ça. J'aime bien, je suis du genre à perdre beaucoup de temps là-dessus. Mais de moins en moins, je m'y retrouve de moins en moins. Sinon, moi, j'aime encore Facebook. Ça doit trahir mon âge. Je suis quand même vieux, là. Mais j'aime ça, Facebook, parce que je vois encore son utilité. Je trouve que les fonctionnalités sont. Puis là, je parle pas de l'esprit puis des valeurs, tout ça. Je parle vraiment comme plateforme, là, avec les fonctionnalités que ça offre. C'est complètement débile. La capacité de plateforme collaborative que ça l'offre à si grande échelle. Pour toutes les raisons, j'aime beaucoup ça. Mais LinkedIn, en termes de pertinence, j'aime beaucoup aussi. Ah, je suis surpris. Je me demandais si tu allais vers une plateforme audio. Non. Je parlais pas de la plateforme de Radio-Canada dans c'est audio, j'avais compris. Podcast, là, non, mais, c'est trop fragmenté, ça. J'écoute de partout, moi. J'écoute, je suis autant Spotify qu'Apple Podcast que audio, que Cube. Ouais. OK, très cool. Quel serait un outil ou une app essentielle dans ton workflow au quotidien? Ça peut être un outil genre une caméra ou une app. J'allais dire mon téléphone, mais c'est parce qu'elle est plate, cette réponse-là. Une app, écoute, je pense que j'ai rien qu'une réponse plate aussi, c'est Gmail. Ah ouais, sans Gmail, je suis pas là. Ouais, ça va être ça ma réponse. Elle est plate, ma réponse. Ah ouais, ton Gmail, c'est quand même toute la suite Google, de travail de Google Doc et compagnie. Moi, c'est là-dedans que je travaille. Je suis tout le temps en cloud. J'ai lu un livre sur Gmail, sur comment ça a été pensé pour devenir cet outil-là pour réinventer un peu l'outil courriel. Là. Puis en tout cas, c'était vraiment intéressant. Puis en terminant, là, ça, tu vas la trouver tough. C'est qui ton créateur de contenu préféré, peu importe les plateformes, peu importe les formats de contenu, puis pourquoi? Je la trouve pas tough, mais tu sais, ça varie beaucoup. Moi, ça va, j'ai des moments. Là. En ce moment, je trippe bien gros sur Farnell Morissette, que j'ai eu la chance que
J'ai la prétention de dire que j'ai développé une amitié avec. On s'écrit de temps en temps, puis on se parle. Très cool. C'est un gars de Québec, je savais même pas. Moi, je l'ai connu, il était à New York. Puis il faisait ses contenus, puis je le trouvais tellement rafraîchissant. Là, j'étais comme, oh, wow! Il y a une piste de solution au cynisme dans son approche, c'est débile. Puis j'ai eu la chance, je l'ai invité ici à mon podcast, puis après ça, ben on a développé une petite amitié, puis qui est appelée à grandir, je pense. Puis c'est Farnell Morissette, mon créateur de contenu préféré de ce temps-là. Mais là, tu sais, je pensais à d'autres, là, je suis certain que je partirais, là, je serais emballé, mais ouais, c'est celui qui me vient à l'esprit. Ah, très cool. Excellente réponse. Puis, en terminant, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ben, sur Facebook, sur LinkedIn, hein, je n'ai parlé tantôt. Ouais. Moi, je gère mon Facebook là, de façon publique. Venez-vous-en, il n'y a pas de souci. J'ai des grosses lunettes noires, je suis facile à trouver. Même chose pour LinkedIn. Voilà. Sinon, Instagram. J'ai même pas de site web, Francis. J'ai pas eu le temps. Ça fait 4 ans que je suis en affaires. Puis j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Là, j'ai commencé à m'en occuper, mais je peux pas au point. Je peux pas avancer au point de vous dire à vous annoncer que j'ai un site web. On peut suivre ton balado, évidemment, les engagés publics. Les engagés publics. De podcast. Sur toutes les plateformes, c'est aussi sur YouTube. J'essaie de faire grandir le YouTube, c'est excessivement difficile. Mais on est, imagine-toi, c'est ça, on est aussi sur Facebook. Comme j'ai l'impression de faire une fin d'épisode. Tu sais. Suivez-nous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. On est aussi sur YouTube, Facebook et compagnie. Gênez-vous pas. Le Google Podcast, tu pourras plus le dire parce qu'ils vont le tuer pour envoyer ça sur YouTube. Ouais, j'ai vu ça mais hey, ben, Denis, merci vraiment beaucoup pour cette discussion-là. C'est moi qui te remercie. Je pense pas qu'on a réinventé rien aujourd'hui, mais je pense que c'est important de parler de ces enjeux-là. Fait que merci d'avoir pris le temps. C'est moi qui te remercie. Si tu t'es rendu jusqu'ici, je veux te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. On sait qu'il y a une tonne de contenu sur Internet, donc que tu sois là jusqu'à la fin, ça me touche vraiment. Je vais aussi prendre le temps de remercier Isarta, qui est le commanditaire officiel du Social Show. D'ailleurs, je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique, dont quelques-unes de mes formations à moi. Finalement, un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça, la machine à contenu? C'est simple, c'est un outil que je suis en train de développer qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création. De l'idéation à la gestion de tâches, en passant par l'analyse des statistiques et tout l'aspect stratégique de la création de contenu. Tout ça, c'est dans un seul outil. Ça s'appelle la machine à contenu. Donc, visite machineacontenu avec un s.com pour te mettre sur la liste d'attente et pour savoir tous les détails en lien avec cet outil. Je te remercie pas plus longtemps. Je te dis merci et à la prochaine.